Moi, je suis paléanthropologue. Alors, je suis très heureux d'être au Futuroscope parce que lorsqu'on arrive à la gare, il y a donc le parking, c'est un parking mais qui s'appelle Toumaï. Et vous savez que Toumaï, c'est pour l'instant le plus ancien représentant de la lignée humaine vers 7 millions d'années. Et son découvreur est Michel Brunet, qui était professeur à Poitiers et qui ensuite a été donc professeur au Collège de France, succédant à mon ancien patron, le professeur Yves Coppens. Et là, nous allons parler donc du futur. Nous sommes au Futuroscope. Je crois que dans cette région, vous avez tout ce qu'il faut pour aborder l'évolution et le futur. On y va. J'aurais pu l'appeler de Toumaï Homo numericus, mais voilà. Alors, d'un point de vue anthropologique d'abord, il y a trois façons de voir le monde. Ceux qui disent « le monde a toujours été comme ça », c'est les créationnistes pour notre culture. Ceux qui disent que le monde bouge et que ce monde bouge en fonction de certaines lois, de certains mécanismes dont nous aurions la maîtrise. Donc c'est l'idée de progrès, telle qu'on l'a appris à l'école et qui émerge au XVIIIe siècle. Et la troisième vision du monde, c'est donc l'évolutionnisme. Déjà, vous voyez, il y a une différence entre transformation et évolution. Imaginez que je sois venu avec un chimpanzé et que le chimpanzé soit à côté de moi. Vous vous diriez, il ressemble beaucoup à Pascal Pic. Mais ça nous met tous dans le lot. Dans la première vision du monde, on dira « l'homme est à Dieu, ce que le singe est au diable ». C'est de Martin Luther, ça. Dans la deuxième conception du monde, on dira « l'homme descend du singe », ce que vous avez appris comme moi. Et dans la troisième conception, on dira « le chimpanzé et l'homme sont tout aussi évolués, c'est-à-dire ils ont une histoire tout aussi longue, notamment commune, qui n'a divergé que depuis Toumaï. Et à partir de là, donc, nous considérons que l'un ne descend pas de l'autre, mais que nous avons un ancêtre commun. Où je veux attirer votre attention, mesdames et messieurs, c'est que personne ne conteste que les chimpanzés sont les plus proches de nous dans la nature actuelle. Mais trois façons de le comprendre, et ça va être évidemment trois façons d'agir radicalement différentes. Alors, qu'est-ce que l'évolution? Je ne sais pas si on a vu mon geste, là. Voilà. Donc, quelles sont les raisons qui font que le monde change? Ben, on en parle, vous avez évoqué, cher Président, effectivement, le réchauffement climatique, notamment. D'abord, les causes donc dites naturelles, donc qu'on appelle les catastrophes. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas la maîtrise, et quand ça arrive, ça fait plutôt mal. Donc, on appelle ça des catastrophes. Vous avez vu le film Jurassic Park, certainement le jour d'après. Tout cela, évidemment, est déjà arrivé et arrivera. Et le rôle des scientifiques, c'est pas de vous faire peur, mais de connaître de mieux en mieux ces événements. Maintenant, il n'y a pas tout le temps des catastrophes. En fait, la théorie de l'évolution s'appuie sur ce qu'on appelle la reine rouge. Ça vient de Lewis Carroll. Alice, utopie imaginaire, elle marche, elle court avec la reine de cœur, the Red Queen, et le paysage les suit. Alors Alice s'étonne et elle dit « Majesté, nous courons, mais nous n'avançons pas. » Et alors, dans votre pays, eh bien, quand je cours, je me déplace par rapport aux maisons, aux arbres, aux rochers. Et la reine de cœur de lui répondre « Ma fille, dans ce pays, il vous faudra courir le plus vite possible pour rester à votre place. » Alors ça, devant les théologiens, ça passe un peu moins, mais les entrepreneurs comprennent assez vite. D'accord? Et aujourd'hui, le troisième facteur de l'évolution, c'est l'homme. Nous sommes 7,5 milliards, nous avons des consommations d'énergie et des actions sur la Terre qui font que, comme vous le savez, on parle d'anthropocène. Alors on discute entre nous, les scientifiques, du début de l'anthropocène, mais il est très clair qu'aujourd'hui, la force principale qui agit sur la Terre, même d'un point de vue géologique, hein, le barrage des Trois-Rivières, ça affecte la géologie. Ça, c'est en Chine. Tout ça, donc, fait que ça change. Donc, voilà les raisons principales. Donc, catastrophes naturelles, qui sont non biologiques. Les communautés écologiques, évidemment, l'hypothèse de la reine rouge, ça veut dire que nous n'évoluons pas seuls, nous co-évoluons, c'est le terme. On y va. En ce qui concerne la lignée humaine, eh ben, Toumaï, il est par là. Le voilà. Et quand je suis rentré dans ce domaine-là, la paléoanthropologie, il y avait en fait un schéma qui était tout tracé. On avait Lucie, on avait Homo erectus, on avait Néandertal, on avait nous les Homo sapiens, et l'évolution, ça allait tout droit, donc évidemment, nous avions des fossiles qui se baladaient en moyenne tous les 500 000 ans. Ça semblait évident, comme une vision de progrès, comme si l'évolution avait comme objectif, évidemment, l'avènement de l'homme. Regardez où on en est aujourd'hui, et je peux vous dire que dans 4 ou 5 ans, ce schéma sera encore plus diversifié. Aujourd'hui, nous constatons qu'en fait, notre lignée a été extraordinairement diversifiée,
qu'il y a à peine 100 000 ans, 3 espèces d'hommes étaient sur cette terre, nous les Homo sapiens, les hommes de Néandertal, les hommes et les femmes de Denisova, ceux de Flores et peut-être un dernier d'Afrique du Sud qui nous pose pas mal de problèmes, qu'on appelle Homo naledi. Et puis d'un seul coup, il reste qu'une seule espèce d'homme, c'est nous. Donc en gros, notre succès d'un point de vue darwinien, d'un point de vue de notre lignée, il est derrière nous. Et je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est une des conséquences de notre succès. Alors ça, c'est une des premières choses qui va vous surprendre. On a vu les raisons pour lesquelles le monde bouge. Catastrophe naturelle, coévolution, action de l'homme. Maintenant, il y a un autre facteur auquel on ne pense jamais. Et c'est peut-être le plus important. Nos succès. Plus vous avez de succès, plus une espèce a de succès, plus elle modifie son environnement et plus elle aura à s'adapter aux conséquences de son succès. Et là, on revient donc évidemment à la phrase, enfin l'aphorisme qui était évoqué donc d'Héraclite, qui dit aussi « on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Alors on y va. Donc nous continuons à coévoluer avec les micro-organismes. Ça peut vous sembler une évidence, mais il y a encore 10 ans, en médecine, on disait « non, non, nous avons résolu beaucoup de problèmes, ce qui est vrai, et nous ne sommes plus dépendants des autres organismes vivants, puisque nous avons la maîtrise de tout cela ». Là, je peux vous dire, ça ne s'arrêtera jamais. Et, comme par hasard, on parle depuis quelques années maintenant du microbiote, tel que vous êtes là. 80% des micro-organismes qui vous composent, dans votre corps ou sur votre peau, ne sont pas à vous. Et on sait aujourd'hui les utiliser pour la réhabilitation, pour récupérer d'opérations, etc. Donc nous continuons à coévoluer avec les micro-organismes et les autres organismes, bien évidemment. Mais les hommes ont une particularité depuis Homo erectus. C'est en Afrique, il y a 2 millions d'années. Ils inventent la 2e coévolution. Et ça, il n'y a que nous, les humains. Nous, les humains, nous sommes des espèces extraordinairement plastiques, d'un point de vue biologique, morphologique, c'est-à-dire la taille et la forme, physiologique, donc nos fonctions, et cognitif, donc nos capacités intellectuelles. Et nous répondons extrêmement rapidement à nos environnements techniques, culturels et à leurs usages. Il y a 2 millions d'années, c'était le feu. Mais en gros, qu'il s'agisse de ce biface qui apparaît à cette époque-là, donc vers 2 millions d'années, un petit peu moins, ou ce qui est déjà là-haut et obsolète d'ailleurs, il faut que je change la photo, et qui est dans nos poches, eh bien, nous avons affaire au même processus universel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Homo erectus? Ils vont notamment inventer le feu. On nous a raconté à l'école, ils ont inventé le feu pour faire la cuisson, pour se réchauffer, pour se protéger. Ça se trouve, c'est une petite fille qui a foutu le feu avec 2 silex dans la grotte qui a inventé le feu. À partir de là, mesdames et messieurs, dans le monde dans lequel on vient, on va voir, nous sommes dans un monde typiquement darwinien, il faut distinguer les inventions des innovations. D'une manière générale, et vous le savez, vous les entrepreneurs, que la vraie difficulté, c'est de passer de l'invention à l'innovation, c'est-à-dire à la réalisation entrepreneuriale, ce qui est un des vrais enjeux aujourd'hui de la société française dans ce monde qui bouge très vite. En tout cas, Homo erectus donc, a inventé le feu et la cuisson. Et on nous a dit, oui, la cuisson, c'est pour la viande. Ben, désolé, hein, la viande crue, carpaccio, tartare, ça passe bien, hein, tant que la viande est fraîche. C'est bon. Par contre, je vous propose un carpaccio de patates crues, là, ça va être un peu plus dur. Vous allez mastiquer, ça va être lourd dans l'estomac, et il va falloir investir beaucoup d'énergie pour dégrader l'amidon. Or, avec l'invention du feu, eh bien, ça a permis de détoxifier, de rendre plus tendre, c'est une prédigestion, les tubercules, et à partir de là, les conséquences vont être absolument exceptionnelles. Puisque la taille du cerveau va augmenter, quasiment doubler en 300 000 ans, la taille corporelle va évoluer. En plus, d'un point de vue biologique, nous avons l'acquisition d'une bipédie assez extraordinaire qui est la nôtre, qui est faussement simple, parce qu'on n'a qu'une seule allure, le trot, mais avec une endurance comme aucun animal n'en a, même pas les chevaux par rapport à nous, à condition d'être un peu entraîné quand même. Et tout ceci est là. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte dans les manuels de préhistoire? Oui, il y a eu une réunion du MEDEF africain il y a 2 millions d'années. Ils se sont dit, les mecs, on en a marre de la vie dans les forêts. Tiens, si on inventait le feu pour augmenter notre cerveau. Vous croyez que ça s'est passé comme ça? Non, ça ne s'est pas passé comme ça, mais en tout cas, c'est arrivé. Donc, voilà ce qui s'est passé, et les conséquences vont être immédiates. À chaque fois, vous avez des innovations de rupture comme ça, vous avez un accroissement de la démographie et des conséquences mondiales, puisque ces premiers hommes, les Homo erectus, vont s'affranchir du monde des arbres et aller à la conquête, en effet,
de l'ensemble de l'ancien monde, Europe, Asie, Afrique. Rassurez-vous, on arrive tout de suite à notre époque. J'ai identifié plusieurs périodes comme cela, on ne va pas toutes les voir, ça ne sert strictement à rien, mais on va commencer, pour nous, avec la révolution industrielle. Et dès que vous avez des changements dans les modes de diffusion des connaissances et des informations, vous avez des changements radicaux dans la société. Ce qui veut dire que vous aurez des changements de gouvernance. Vous avez des cerveaux de plus en plus connectés, vous avez des moyens de transport plus performants, donc vous les avez ici, des nouveaux modes de production, donc c'est la première révolution industrielle, de nouveaux matériaux, de nouvelles formes d'économie, donc c'est le capitalisme, dans ses fondements. L'émergence et surtout le déploiement de nouvelles classes sociales, les industriels, le patronat, enfin les chefs d'entreprise et le prolétariat, et on arrive dans les États-nations. À chaque fois que vous avez cet ensemble de facteurs qui arrivent en même temps, nous changeons de civilisation. Les 30 Glorieuses. On a mis 30 ans à s'apercevoir que c'était les 30 Glorieuses, 30 ans à comprendre que c'était 30 ans derrière nous. Et pour les plus jeunes dans cette salle, je vais vous décrire une période comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et moi, je n'en avais pas conscience, pas plus que le président, je crois qu'on est à peu près la même génération, de ce qui se passait. Pourquoi j'ai mis les tontons flingueurs? Le film est de 1963 et il représente comment se fait le changement. Le changement, ce n'est pas une éradication du passé. C'est comment construire quelque chose de nouveau à partir de valeurs ou d'héritages qui viennent de la période précédente. Alors ces gars-là, ils ne sont pas ici parce qu'ils ont des têtes préhistoriques, mais ils représentent le socle d'une société, ses valeurs, ses défauts, l'engagement, l'amitié, mais également la trahison, les volphonies, hein, donc voilà, il faut faire avec. Et regardez, vous avez le même faisceau d'éléments qui vont se mettre en place dans les années 60. Radio, téléphone, télévision, Minitel, ça c'est l'ancêtre d'Internet pour les plus jeunes. Nouvelle forme de gouvernance, donc notamment le vote des femmes, mais également donc démocratie universelle, des cerveaux de plus en plus mondialisés, avions, voitures, qui sont tant critiqués aujourd'hui, mais c'était une forme de progrès extraordinaire. On a le deuxième déversement schumpeterien en termes d'emploi, c'est-à-dire que le premier, c'était au moment de la première révolution industrielle, où l'exode rural amène les hommes et les femmes dans les usines et les mines. Là, nous passons des usines dans le secteur tertiaire qui se déploie de manière très rapide. De nouveaux produits, comme toujours, de nouveaux alliages, de nouveaux matériaux, à chaque fois de nouvelles formes de financement, donc notamment ces crédits que nous utilisons encore aujourd'hui, qu'on essaie de rembourser, des organisations internationales. Donc à chaque fois que vous avez cet ensemble d'éléments qui se met en place, on appelle ça une synthèse créatrice, vous avez un basculement du monde. Et aujourd'hui, on nous dit, et c'était dit par le président tout à l'heure, c'est dire que ça bouge très vite. Oui, ça bouge vite aujourd'hui. Mais ça bouge un peu plus vite que ce qu'on a connu dans ces années-là. Le film est 1963. À côté d'eux, vous avez les jeunes qui parlent anglais. C'est des yéyés, expression d'Edgar Morin. L'année suivante, rendez-vous compte, il y a 4 jeunes joueurs de musique qui viennent de Londres et qui font la première partie d'une chanteuse qui s'appelle Sylvie Vartan. Ils s'appellent les Beatles. C'est pas de la préhistoire, ça? Mais la même année est sorti du même Conseil des ministres le TGV, Airbus et le nucléaire. 4 ans plus tard, c'est mai 68. Quelques années plus tard, c'est l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. La France a basculé dans la modernité en 10 ans. Et ça a été extrêmement rapide. On parle de vos iPhones ou de vos smartphones. C'était exactement 10 ans. Il y a un monsieur qui s'appelait Steve Jobs qui arrive sur la scène et qui dit « I'm going to change the world ». Et on va voir, il n'a jamais dit comment, mais on va voir comment ça s'est passé. Or, le smartphone, c'est 2007. On parle d'ubérisation de la société depuis combien de temps? Depuis à peine 2 ans. Donc c'est un peu plus rapide. Mais ma génération a connu, en fait, c'est ça l'impression d'accélération, et elle est là, 2 révolutions industrielles, scientifiques, technologiques et sociales. Alors ils me disent, ouais, il y en a qui disent c'est fatigant. Alors, ceux qui disent ça, allez voir vos grands-parents, allez voir vos arrière-grands-parents s'ils sont encore là. La génération de ma grand-mère a connu 2 guerres mondiales. Nous, on a connu 2 révolutions technologiques. Je crois que faut arrêter de se plaindre, hein. D'accord? Donc on y est, sauf qu'effectivement, il y a des tas de changements. Suivante. Ce qui s'est passé,
c'est qu'en plus, depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. Alors je veux bien qu'on a été chaud dans les années 70, mais je ne suis pas seul responsable. Mais ce que montre la courbe, ça c'est à droite la population mondiale, et là, en bas à gauche, c'est l'augmentation de notre empreinte écologique moyenne. En 50 ans, mesdames et messieurs, nous avons multiplié par 100 notre empreinte écologique sur la Terre. Donc vous comprenez bien, nous sommes à la COP 23, qu'en effet, ce n'est pas une démonstration, on appelle ça une monstration, mais qu'en effet, ce succès absolument extraordinaire du progrès et du développement de nos sociétés après la Seconde Guerre mondiale, après les Trente Glorieuses, a évidemment des conséquences sur le réchauffement climatique, les biodiversités. Je vous l'ai dit, plus on a de succès, plus les conséquences auxquelles nous serons confrontés nous amèneront à nous adapter. Donc c'est la raison pour laquelle il y a toujours du changement. Et nous connaissons aujourd'hui, ce sont les débats, des bouleversements considérables en ce qui concerne l'anthropologie. On a le contrôle sur les naissances. On a des modes de vie radicalement différents, puisque c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Nous avons 5 générations qui vivent en même temps. 5 générations, c'est jamais arrivé. Et puis que ce sont des discussions actuelles, et on avance très vite. Une génération qui a connu un gain d'espérance de vie comme la mienne, évidemment, aura certainement des approches éthiques sur la mort radicalement différentes de celles que l'on a connues. Ce sont d'ailleurs des sujets qui sont traités sous le couvert du terme de transhumanisme ou de post-humanisme. Tout ça est en train de changer et ça va donc extrêmement vite et nous sommes maintenant en plein dedans. En fait, l'évolution, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas quelque chose de régulier, même avec des petites accélérations. Ça veut dire que nous avons des périodes de relative stabilité entrecoupées de périodes de changement extrêmement rapides. Donc c'est ça l'impression d'accélération. C'est que là, maintenant, nous sommes en plein dedans. C'est moi, je précise, je suis à gauche. Alors vous ne connaissez pas la région parisienne, ou peu, mais c'est ce qu'on appelle la petite couronne. Cette photo a exactement 60 ans. Je donne à manger dans la même chaise à mon petit-fils. Et là, c'est un terrain maraîcher. La photo est en noir et blanc pour l'époque. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de banlieue. Il y avait la ville et les faubourgs. La banlieue, c'est un phénomène des années 60, fin des années 60. Et moi, j'ai vu mon père travailler 1 hectare avec un commis ou des commis à la bêche, donc à la pelle, au râteau, ensuite le petit tracteur. Et là, à droite, c'est mon ami agriculteur. Enfin, c'est pas lui, mais son matériel. Mais bientôt, ce sera comme ça, l'agriculteur. J'habite dans le sud de la Picardie. Et mon ami agriculteur vient s'acheter un tracteur John Deere, connecté au cloud. Et son tracteur est connecté à tous les autres matériels, Ça s'appelle IoT, Internet of Things, l'Internet des objets. Et pendant que son tracteur est guidé automatiquement avec la bonne programmation par GPS dans son champ, c'est ce que vous voyez dans les champs, les plans sont posés au millimètre près, il gère son blé sur le marché international. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est comme les pêcheurs. Ça mord, bon, en général, ils vous envoient paître. Mais quand vous dites maintenant à l'agriculteur, est-ce que vous avez fait une bonne récolte? C'est pas la question qui l'intéresse. S'il fait une bonne récolte et que les Russes font une bonne récolte, c'est pas une bonne année. S'il fait une bonne récolte et que les Russes font une mauvaise récolte, c'est une bonne année. Voilà le monde dans lequel on est. Il y a 60 ans entre ces 2 photos. Donc moi j'aime bien parler du monde de l'agriculture, du BTP, on sait que c'est un de vos partenaires. S'il y a des domaines, 3 domaines classiques qui sont toujours au cœur de nos sociétés, qui sont la construction au BTP, qui sont également l'agriculture et qui sont le monde de la médecine, qui sont là depuis très longtemps dans l'évolution humaine et qui continueront, ce sont déjà 3 domaines qui sont déjà complètement investis par la révolution numérique. Donc c'est pour tout le monde. Suivante. D'un point de vue économique maintenant. Un économiste russe qui s'appelait Kondratiev, il y a eu des économistes russes, avait constaté qu'il y avait des cycles économiques depuis les premières révolutions industrielles. Donc ça commence toujours par le textile avec la puissance de l'eau, donc la puissance du vent. Ensuite la première révolution industrielle, on l'a évoqué. La vraie deuxième, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e, notamment avec la chimie, l'électricité. Ça, c'est celle que nous venons de quitter, et voici celle dans laquelle nous entrons.
vous remarquez que les écarts, donc c'est ça que j'appelle les équilibres ponctués, les écarts donc se raccourcissent entre ces événements, et nous sommes donc en plein dedans. Et c'est Joseph Schumpeter, qu'on a baptisé à titre posthume le pape de l'économie de l'innovation, qui a dit, dans le monde industriel, ou les sociétés industrielles, nous avons des innovations de rupture, une croissance très forte, ensuite un plateau, jusqu'à ce que de nouvelles technologies ou de nouvelles innovations de rupture viennent, et c'est un nouveau cycle qui part. Ce sont donc les cycles Schumpeter. Et c'est là que Schumpeter avait mis en évidence qu'il y a deux catégories de personnes qui changent les sociétés, les inventeurs et les entrepreneurs. Et là, mesdames et messieurs, d'un point de vue anthropologique, il faut savoir que la plupart des sociétés humaines détestent ceux qui ont de nouvelles idées et ceux qui les mettent en application. Chez les chasseurs-collecteurs, un bon chasseur, toute la société va tout faire pour l'emmerder, pour piquer ses proies et l'empêcher d'avoir du pouvoir. Donc, c'est ce que Claude Lévi-Strauss appelle les sociétés froides, et les sociétés chaudes, celles qui sont, pour des raisons culturelles, des raisons philosophiques, théologiques, impliquées dans le changement, sont des sociétés assez rares. C'est pour ça que la référence à Héraclite est importante, puisque ces idées sont pas récentes, mais on ne les a pas beaucoup mises en application. Suivante. Et donc, voici comment se fait un cycle de Schumpeter. C'est-à-dire, quand vous avez de nouvelles technologies qui arrivent, et de nouvelles modes de production, de nouvelles formes de commerce, on va y venir, vous avez une phase d'expansion, des innovations de rupture, une culture du risque, on fait confiance aux entrepreneurs, aux inventeurs, si ça arrive, confiance dans les jeunes, et ouais, croissance forte, demande forte, inflation, taux d'intérêt fort, fort endettement et plein emploi. C'est-à-dire, on a confiance dans l'avenir, on y va, on prend des risques. À droite, c'est ce qu'on avait dans les journaux jusqu'à l'élection de M. Macron. Là, c'est déprimant. Dépression. On ne bouge pas, on essaie d'améliorer un petit peu ce qu'on sait faire, c'est de l'incrémental. Principe de précaution. On n'a pas bougé, qu'on a déjà tous les emmerdements. C'est extraordinaire, le principe de précaution. Hein. Le principe de précaution, c'est en fait faire les choses et mesurer et accompagner les conséquences. Non, c'est devenu aujourd'hui ne pas bouger. C'est en train de changer, heureusement. Défiance envers les jeunes, c'est toujours à cause d'eux. Croissance faible, demande faible, stagflation, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de basculer à nouveau dans ce nouveau monde, mais ça ne sera pas celui que nous avons connu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Suivante. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, mes chers amis, c'est que l'évolution est toujours un compromis. On est complètement en dehors de l'idée de progrès telle qu'on nous l'a apprise. L'évolution, on acquiert de nouvelles choses, et il y a d'autres choses auxquelles on ne s'attendait pas, qui ne sont pas forcément extrêmement agréables. Et pour vous montrer comme notre espèce bouge extrêmement vite, je vais vous donner deux exemples. Les inventions des agricultures. C'était il y a 10 000 ans par rapport à aujourd'hui. Et là, il va y avoir mode de production, il va y avoir donc des stocks, il va y avoir l'invention des cités, tout ça, ça va attirer les nomades, donc changement de société tel qu'on le connaît. Et là, il va y avoir une invention formidable, qui est le travail, la sédentarité et les villes. Et les micro-organismes adorent les villes. Parce que le choléra dans la nature, ça ne tue pas grand monde. Mais le choléra qui débarque dans une ville, c'est tout d'ailleurs le traumatisme du XIXe siècle, ça a des conséquences absolument dramatiques. Et notre taille corporelle a baissé de 20 cm par rapport à Cro-Magnon, qui est vous et moi. La taille de notre cerveau a baissé de 200 cm3. Et nous avons perdu quasiment la moitié de notre masse musculaire et squelettique. Vous mettez en première ligne aujourd'hui des hommes de Cro-Magnon dans une équipe de rugby, les All Blacks ne voient pas le ballon. On n'a pas idée de la puissance de ces gens. Mais ils vivaient moins longtemps que nous. Et ce n'est qu'après les 30 Glorieuses, grâce à trois choses. L'éducation, la médecine et le progrès dans les conditions de travail. Et je voudrais que les plus jeunes comprennent ça. L'éducation, l'école jusqu'à 16 ans, ça voulait dire que les jeunes n'allaient pas travailler plus tôt, qu'ils n'avaient pas des contraintes sur leur corps qui écrasaient leur cartilage de conjugaison, et c'est pour ça que
avec une meilleure nutrition bien sûr, la taille corporelle a augmenté. Mais le crédit, on critique beaucoup les banques. Ça veut dire quoi le crédit? Qu'est-ce qui s'est passé pour ma génération? Parce que mes parents étaient ouvriers et paysans. D'abord, on a appris des métiers que ne connaissaient pas nos parents. Et grâce au crédit, on pouvait déployer des projets sans attendre l'héritage. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que nos sociétés ont connu un progrès comme jamais. Sauf que ce progrès a des conséquences, on l'a vu. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? 20 ans d'espérance de vie, donc ça plombe complètement les comptes de la sécurité sociale, et notamment pour la retraite par répartition. Mais on a gagné donc 20 ans d'espérance de vie, et là je vais vous le dire les jeunes, hein, on ne va pas lâcher. Parce que tant que vous écouterez les Rolling Stones, on sera là. Ok? Et ça, c'est jamais arrivé non plus. Et puis, par contre, ça s'en serait bien passé, les maladies neurodégénératives. Puisqu'en effet, auparavant, les personnes en moyenne mouraient avant 50 ans, et ces maladies avaient des symptômes qui ne se déclaraient pas avant que les personnes ne se soient reproduites. Et ça, personne ne pouvait évidemment l'imaginer. On n'avait pas pensé qu'on aurait 20 ans, 25 ans d'espérance de vie en plus. On n'avait pas imaginé cela. Donc voilà, ces compromis, ils ne sont pas forcément très agréables, mais voilà comment fonctionne l'évolution. Aujourd'hui, nous entrons dans le 5e cycle de Kondratiev Schumpeter, et là, je crois que vous avez tous ça dans vos poches. Nouvelle technologie, il faudra arrêter de dire nouvelle d'ailleurs, c'est technologie de l'informatique et la communication. Nous sommes tous connectés, donc c'est le web, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas aller de plus en plus vite, c'est la mobilité urbaine avec toutes les problématiques des smart cities. C'est les innovations post-industrielles, on va le voir rapidement, intelligence artificielle, robotisation, imprimante 3D, Internet des objets, réalité augmentée, etc., etc. Les énergies renouvelables, dont on parle pas mal depuis hier avec M. Hulot. Des nouvelles formes de financement, le crowdfunding, le bitcoins. J'étais il y a 2 jours, il y a 2 soirs avec le Crédit Suisse, et il y avait avec moi sur le plateau un monsieur Roy, qui a créé Lendix, donc qui est une plateforme de prêt auprès des entreprises. Donc, effectivement, c'est des financements qui viennent des particuliers sur cette plateforme qui sont donnés donc aux start-upers et aux jeunes entreprises. Donc ça marchait très bien. Gouvernance mondiale, on voit bien qu'on y est aujourd'hui. Hein. Monsieur Trump est en Chine, on voit bien que la gouvernance est en train de changer. Et puis, je vous l'ai dit, à chaque fois, il y a une classe sociale qui n'est pas nouvelle, mais qui se déploie. C'est la vôtre. Aujourd'hui, il y a une appétence dans le monde entier, et c'est ça qui est nouveau, c'est dans le monde entier, pour l'entrepreneuriat. Entreprendre nos vies, faire des choses nouvelles. Il y a encore 5 ans, je vous assure, quand je discutais avec mes collègues de Polytechnique, de Centrale ou d'ailleurs, ou d'HEC, ils me disaient, les professeurs, ah bah oui, les jeunes, voilà, on les a fait pour ça, ils sont formés pour aller... et ils recherchent en plus donc des postes dans les très grandes structures, les grandes entreprises. Aujourd'hui, on voit que l'appétence pour l'entrepreneuriat, même dans ces grandes écoles, est en train de bouleverser pas mal donc les modes d'enseignement et les façons de faire. Et notamment, il y a beaucoup de grandes écoles qui font en sorte que justement les jeunes, dans leur cursus, aient déjà créé des entreprises ou des projets. Ça, c'est extrêmement récent. Suivante. Donc voilà ce monde dans lequel on change très très vite. Et à chaque fois, ça a des conséquences. Des conséquences sociales. Or, il est très clair que malheureusement, les philosophes, un peu trop en France, je vais le dire, et les anthropologues ont eu tendance à négliger l'importance des technologies, de leurs usages, sur l'évolution de nos sociétés. Pourquoi? Parce qu'on a toujours considéré que les outils et leur mise en œuvre, donc et tout ce qui est lié aux entreprises, devaient correspondre à des besoins supplémentaires qui étaient liés au changement de nos sociétés, mais comme si c'était des choses qui devaient améliorer ce qui existait déjà. Et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre un peu la période dans laquelle on est. Et là, ici, vous avez une étude de MIT. Alors, si ça vous intéresse, je vous donne les références. Ça a été publié il y a un peu plus d'1 an dans la version française de la Harvard Business Review. Ici, nous sommes en 1980. Là, c'est 2015. On va prendre une base 100. 1980, base 100. Là, la courbe verte, c'est quoi? Non, la courbe bleue, pardonnez-moi. La courbe du bas, c'est pour l'Amérique du Nord, mais c'est quasiment pareil chez nous. C'est l'augmentation des revenus moyens des ménages aux États-Unis. On est passé de 100 à 200. Super bonne nouvelle. Sauf que la courbe verte est celle de la création d'emplois. Donc, vous le voyez tout de suite, il s'est créé plus d'emplois que de revenus moyens. Vous commencez à entrevoir la détérioration des classes moyennes. La courbe rouge est celle du PIB, la richesse donc, et en haut, la productivité. Donc, le fait que les revenus moyens des ménages aient beaucoup moins augmenté par la productivité, notamment avec le numérique et aujourd'hui l'automatisation,
c'est de là que vient l'idée de taxer les robots pour la location universelle. On sait d'où ça vient maintenant. L'arrivée de la micro-informatique. Au début des années 80, la micro-informatique arrive dans les entreprises, dans les universités, dans les laboratoires, ou dans les familles où les gens avaient les moyens. Et on ne s'est pas aperçu que ça allait avoir les conséquences que nous connaissons aujourd'hui, puisque dans le cadre des Trente Glorieuses, donc l'émergence des classes moyennes dont je fais partie, eh bien, c'est souvent des métiers basés sur des techniques, des métiers tout à fait formidables, et des métiers donc qui sont de bac+2, bac+3, on va plus loin si ça va bien. Et tout ceci était dans le monde occidental. Et puis, à partir des années 80, surtout 90, la mondialisation fait que, en effet, les Indiens, les Chinois, les Coréens, ben, ils sont aussi bons que nous et ils coûtent moins cher. Et c'est à partir de là qu'effectivement, qu'on a commencé à voir ces détériorations. Alors, pourquoi on ne l'a pas vu à l'époque? Ben, je vous l'ai dit, c'est parce que, évidemment, avoir un micro-ordinateur, c'était cher. Et on le voit aujourd'hui avec le smartphone. Quand Steve Jobs est arrivé en 2007, I'm going to change the world, aujourd'hui, tout le monde achète, tout le monde a un smartphone. Et c'est comme ça qu'on a eu cette explosion hallucinante qu'on appelle l'ubérisation, puisque aujourd'hui, n'importe qui dans le monde, avec différents moyens, je suis d'accord, mais il y a quand même presque 3 milliards de smartphones dans le monde aujourd'hui. En effet, grâce au réseau, grâce aux accès gratuits, grâce au coût marginal zéro de Jeremy Rifkin, j'y reviens dans un instant, eh bien, on est capable de créer des activités, de changer les modes de commerce, les modes de comparaison, de l'assurance, de la banque. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'on a mis 30 ans, 20 ans, 25 ans à s'apercevoir ce qui s'est passé. Et les conséquences suivantes sont évidemment celles qui vont se répercuter dans le Brexit, l'élection de M. Trump et ce qui s'est passé chez nous. Je reviens dans mon domaine. Je vous raconte ma petite fable du pinson, du dromadaire et du chameau. C'est pas du La Fontaine. Hein. Il y a, en 1835, pas mal de temps donc, un jeune homme débarque aux Galapagos, il s'appelle Charles Darwin, et il constate que sur chaque île de l'archipel, la taille du bec et du corps change selon les populations. Et il comprend très vite qu'il y a eu adaptation par rapport aux conditions locales. Depuis 30 ans, un couple de chercheurs, Rosemary et Peter Grant, se rendent tous les ans aux Galapagos et ils mesurent la taille du bec et du corps. Ça s'appelle la morphologie. Et vous faites des statistiques, vous connaissez ça par cœur, et là vous avez évidemment la belle courbe de Gauss, voilà, comme celle là-haut qui est un peu idéalisée. Et vous vous dites, waouh, que les pinsons sont super bien adaptés. Bah ouais, je suis d'accord avec vous, ils sont super adaptés. C'est formidable. Quelle belle démonstration de l'évolution de l'adaptation. On est tous d'accord. Mais si l'environnement change, allez, interrogation surprise. Quelle est la partie de la courbe qui va être affectée? Le centre ou la périphérie? C'est le centre. Donc ceux qui étaient les mieux adaptés à un environnement donné seront les premiers affectés par ce changement d'environnement avec l'émergence donc effectivement des extrêmes. Et bien ça, c'est le signe d'un changement de société ou de changement d'adaptation. Voilà comment on passe d'un monde adapté à un monde qui est en train de changer d'adaptation. Ça, c'est les classes moyennes. Il n'y a jamais autant de riches sur la Terre aujourd'hui. On a sorti 1 milliard d'individus de l'extrême pauvreté, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nous avons un déplacement considérable du profil des courbes de population en termes de revenus dans le monde entier. Et ça, ce sont des courbes qui viennent de l'université d'Utrecht, donc, qui observe l'économie mondiale. Voilà quand on a cette courbe. Alors pourquoi on a cette courbe globale? Ça marche bien. Suivante. Parce que ça donne une illusion. C'est au niveau mondial, je vous l'ai dit. Le vrai problème, c'est que les classes moyennes en Amérique du Nord, c'était déjà le problème d'Obama pour sa réélection. Et c'est ce qui s'est passé avec le Brexit en Angleterre et ce qui s'est passé ensuite avec l'élection de M. Trump et qu'on a failli avoir chez nous. Vous avez remarqué ce qui s'est passé? Il restait 2 candidats des extrêmes, plus un qui est arrivé au milieu. Et on espère qu'effectivement, que notre société puisse reconstituer de nouvelles classes moyennes. Alors pourquoi on a l'illusion qu'au niveau mondial, les classes moyennes tiennent encore? C'est parce qu'elles tiennent grâce aux classes moyennes chinoises et indiennes. Sauf que ça change très vite. Regardez ce qu'on appelle les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on les entend. En Inde, c'est compliqué. Au Brésil, ça n'avance pas. Il reste que la Chine. Et en effet, actuellement, si on a l'illusion d'avoir des classes moyennes
importante au niveau du monde. Il faut savoir qu'au niveau régional, la seule région du monde qui se maintient encore à peu près ces classes moyennes, c'est la nôtre, parce que nous sommes des démocraties socio-libérales et que nous avons des programmes sociaux qui tamponnent ces effets. Mais aux États-Unis, c'est déjà immédiat et les conséquences pour les élections ont été là. Et si les gens ont l'impression qu'ils vont perdre dans le monde qui vient, eh bien, ils vont se réfugier dans le monde d'hier. Et c'est ce qui s'est passé pour le Brexit. Donc, vous voyez, ces conséquences-là, elles sont liées directement à ces nouvelles technologies que nous utilisons nous-mêmes. Soyons très clairs. Alors, je ne suis pas en train de vous culpabiliser, mais nous sommes en train d'utiliser ces technologies, c'est formidable, nous changeons nos modes de travail, de communication, on aime bien acheter des t-shirts à $1, €, mais ça a des conséquences mondiales, ça a des conséquences sur la société, des conséquences sur le travail, et ceci va extrêmement vite. Suivante. Actuellement, on est dans ce que j'appelle la troisième coévolution. Je rappelle la première, nous continuons de coévoluer avec ce qui nous entoure. Alors, ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est pas que les micro-organismes. Hein. Pollution, on en parle? La pollution est devenue la première cause de mortalité au monde. Depuis 3 ans, c'est le résultat de l'OMS. Donc, vous voyez, il va falloir qu'on aille très vite légalement. Et la troisième coévolution, c'est tous les enjeux des débats avec Laurent Alexandre, ou des gens comme Nicolas Bouzou, etc., ou Luc Ferry et moi-même, c'est qu'en gros, est-ce que ces nouvelles technologies, ces nanotechnologies, ces espaces connectés, ces relations entre le cerveau et les puces qu'on va implanter dans le cerveau, ça se fait déjà pour communiquer avec Internet, ben, est-ce que tout ça n'est pas en train de mettre en place une évolution nouvelle, une troisième coévolution, avec ces espaces donc numériques qui sont autour de nous, mais qui rentrent de plus en plus dans nos corps? C'est ce qui est en train de se passer. Comment? Ça, je ne sais pas encore, mais on y va. Donc, voici de nouveaux termes que vous connaissez plus ou moins, pas tous nouveaux, mais dans l'Observatoire de l'ubérisation, on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, on est en train d'organiser le premier grand forum numérique, une espèce de Davos du numérique, j'espère dans un an, pour regarder un petit peu les changements auxquels nous sommes déjà confrontés. Ce qu'on appelle l'appisation. Pardon pour ce néologisme affreux, c'est faire des applications. Et là, vous allez comprendre pourquoi on est dans un monde digital darwinien. Vous connaissez Twitter? Hein? Et il y a 10 ans à peu près, pas un an près, voici, c'était 2008, Monsieur Jack Dorsey et Monsieur... il a un drôle de nom, Osborne, je crois, qu'importe, enfin ils sont 2 gars, mais avec leurs amis, ils font un hackathon. Vous savez qu'un hackathon, c'est on se réunit entre des garçons et des filles, on a nos appareils, on essaie de résoudre un problème, ou de se lancer des défis, ou de trouver de nouvelles idées. Et là, il arrache, tiens, j'aimerais bien une messagerie de 140 caractères pour envoyer à mes amis. Franchement, mesdames et messieurs, est-ce qu'envoyer un message de 140 caractères à des gens correspond à un besoin fondamental de l'humanité? Franchement, non. Donc, ils s'inventent ce qu'ils appelleront Twitter, et à partir de là, c'est pris ou c'est pas pris. Si c'est sélectionné, ça peut changer le monde. Si c'est pas sélectionné, c'est pas grave, parce que ça n'a pas coûté grand-chose. C'est une des acceptions du coût marginal zéro de Rifkin, parce que tout le monde vient avec son appareil, c'est ce qu'on appelle dans les entreprises « bring your own device », donc tout le monde a ça. On est tous connectés, on paye notre abonnement, et puis on essaie d'inventer un truc, on s'est bien marré, c'est convivial, et puis si ça marche pas, si c'est pas pris, ben c'est pas grave, on a quand même passé un bon moment ensemble. Par contre, si c'est sélectionné, ça peut changer le monde. Donc le terme clé aujourd'hui, c'est la contingence. La contingence, ça veut dire quoi? C'est que vous avez des idées, des applications ou des choses qui apparaissent, et si elles ne sont pas prises, ça ne change rien au monde. Par contre, si c'est pris, ça peut changer le monde. Mais vous croyez un seul instant que M. Jack Dorsey et ses amis avaient imaginé que Twitter allait engager les printemps arabes? Vous croyez un seul instant qu'ils avaient imaginé que par le big data et les algorithmes, on est capable de détecter les opinions des personnes sur les valeurs des entreprises, ce que fait très bien la City, ce qui nous avait lu d'ailleurs la crise financière de 2008? Vous croyez un seul instant qu'ils ont pensé à la détection de l'émergence des épidémies, ce que fait très bien Google? Vous pensez un seul instant qu'ils avaient imaginé les fake news, qui sont en train de complètement bousculer le monde aujourd'hui, avec les Panama Papers, les Paradise Papers et aussi les fausses nouvelles? Non. Et pourtant, ça a changé le monde. Ne serait-ce que l'usage qu'en fait M. Trump. Aujourd'hui, gagner une élection présidentielle, c'est complètement différent. C'est ce qu'a fait M. Trump, M. Obama en premier,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le big data, avec les bonnes données, les équipes sont capables d'aller chercher une par une les personnes qu'il faut convaincre de voter pour vous. Ceux qui votent pour vous, vous les câlinez, ça s'appelle l'épouillage chez les singes. Ceux qui ne voteront pas pour vous, on les respecte, enfin on essaye. Et puis il y a tous ces indécis. Eh bien aujourd'hui, gagner une élection présidentielle, ça consiste à aller chercher un par un, avec les bonnes informations, avec les militants, les personnes qui vont voter pour vous. Ils avaient imaginé ça sur la plage en Californie il y a 10 ans? Non. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde darwinien, et ça c'est une belle expression que j'ai vue avec un ami, un collègue banquier, enfin je ne suis pas banquier. On est dans un monde aujourd'hui où les solutions attendent leurs problèmes. Donc nous on a appris à l'école qu'on a des problèmes, il faut trouver des solutions, ça il faut continuer à le faire. On a appris avec les Shadocks, pas de solution, pas de problème. Et aujourd'hui, on est dans un monde où, avec un coût minimal, qui ne coûte rien, vous pouvez créer des choses, donc des applications, qui si elles ne sont pas sélectionnées, c'est pas grave, mais si elles le sont, elles le changent. Et c'est pour ça que, même dans des domaines soi-disant préservés, on parlait de la SNCF tout à l'heure, des grands réseaux, ils me disent, j'étais avec le réseau de l'eau récemment, ils m'ont dit, mais nous, attendez, nous on est intouchables, on a du software, on a les structures, etc. Mais je dis, vous plaisantez. Je suis le maire de la ville de Poitiers, ou la maire, je ne sais plus du tout qui est aux affaires chez vous, pardonnez-moi. Je suis le maire de la ville de Poitiers. Je dois gérer l'eau, les déchets, la lumière, l'éclairage public, tout ça, l'énergie. Et puis arrive un acteur du numérique qui vous dit, écoutez, moi je vous propose une solution globale qui intègre tous ces éléments dans mes algorithmes et mes applications. En plus de ça, je le fais mieux, moins cher, et je vous apporte même des données sur la façon dont les clients utilisent ces prestations. Il va hésiter longtemps, monsieur le maire ou madame le maire? Il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui n'est pas susceptible d'être affecté par ces applications et ces nouvelles formes de mise en relation. L'intelligence artificielle, pas de panique. Ils ne vont pas prendre notre intelligence. Par contre, c'était dit tout à l'heure, il y a des choses pour lesquelles l'intelligence artificielle va beaucoup plus vite que nous. Mais dès que vous avez des protocoles, des règles, de la réitération, des choses répétitives, etc., l'intelligence artificielle va déjà plus vite. J'étais à Bordeaux il y a 15 jours avec l'Assemblée nationale des barreaux des avocats. Il y avait mon ami Alain Bensoussan qui était avec l'ordinateur Pepper à côté de lui. Et il lui a demandé, tiens, quelle est la jurisprudence de telle année sur tel machin? Et évidemment, il ne s'était pas bricolé, Pepper l'a trouvé tout de suite. Donc là-dessus, c'est très clair, ça va extrêmement vite. La chose étant, c'est qu'on va voir aussi des objets connectés. J'en ai déjà parlé avec mon ami paysan, donc ça va être comme cela partout. C'est déjà le cas avec les avions, etc. Les blockchains, alors ça c'est le grand truc, que tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Donc c'est des registres numériques qui sont normalement infalsifiables et qui sont validés donc, par une communauté de personnes qui sont abonnées donc, à ces blockchains en fonction des secteurs concernés. Tout ce qui est de l'ordre du registre, des données, de ce qu'on appelle les tiers de confiance, va être touché par les blockchains et les technologies blockchain. Ce sont les diplômes, comme aux États-Unis. Quels sont les diplômes validés ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de fraude autour des diplômes. Ça va être la grande question. Alors là, c'est le serpent de mer qui ressort, des dossiers médicaux, etc., etc. Tout ça va aller extrêmement vite. Le problème, c'est que les blockchains, ça a apparu en 2008, dans un article de M. Nakamoto. On ne sait même pas si ce mec existe. Donc on a les blockchains avec des crypto-monnaies et avec des crypto-inventeurs. C'est quand même vachement rassurant comme truc. Hein. Mais en tout cas, tout ceci est en train donc... non, les banques, parce que les banques, tiens, bah, le bon exemple. Les banques ont perdu tout ce qui est lié au télépaiement et au paiement sans contact. Elles ont tué la première couche d'un système écologique. Elles ne l'ont pas vu venir. Je leur disais il y a 10 ans, regardez, les gens ont déjà du télépaiement sans contact au Kenya, et c'est ce qu'est en train de faire Orange en Afrique. Ils me disent, ouais, mais c'est en Afrique. Orange Bank vient de rentrer en activité la semaine dernière. Vu? Donc, et là, c'est un article, vous pouvez regarder voir, c'est gratuit en plus, ce cabinet McKinsey. Les banques qui se sont de plus en plus préoccupées au fil des crises financières que de finances, elles ont complètement perdu leur base et aujourd'hui n'ont plus aucune maîtrise du télépaiement ou des paiements en ligne. Et en plus des services qui vont avec. C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est ce que font ces gens-là avec leurs applications.
c'est qu'en définitive, non seulement ils prennent les activités de base de certains secteurs, la banque, mais en plus, ils disposent de données sur les usages des personnes, qu'on appelle le big data, donc les données massives, qui vont permettre d'individualiser, ou sous forme d'anonymat, d'anonymisation plus ou moins régulée, de trouver même des services proactifs pour leurs clients auxquels ils ne pensaient pas. Et c'est comme ça qu'on rentre aujourd'hui dans une économie de masse personnalisée. Aujourd'hui, nous entrons dans une économie de masse personnalisée. Vous imaginez les conséquences en médecine, c'est déjà le problème, on y est complètement. Voilà, et ça, ils l'ont pas vu venir. Alors, c'est pour ça que les banques aujourd'hui n'ont pas envie de louper les blockchains, mais elles ont intérêt de se dépêcher. Les réalités augmentées, sur les chantiers, c'est déjà une évidence, hein, ça c'est extrêmement important, mais il n'y a pas que dans les jeux vidéo. La robotisation, j'y reviens dans un instant. Imprimante 3D, ouais. Aujourd'hui, vous avez des smartphones, vous envoyez des informations, vous échangez, vous avez des messages, vous avez un serveur. Ok, on comprend bien ça. Eh bien, Alibaba fait ça depuis quand même pas mal d'années maintenant. Vous avez la capacité, vous êtes ingénieur, de construire des pièces d'avion ou autres, vous l'envoyez par Internet et vous avez des centres de production qui sont centralisés avec les imprimantes 3D ou l'imprimerie additive. Et même pour les médicaments, la FDA américaine a autorisé la fabrication en ligne de médicaments pour certains types de maladies. Là, les pharmaciens, ils ont intérêt de regarder assez vite ce qui va se passer. Donc, vous voyez, tout ça, ça va extrêmement vite. Et la start-upisation, donc, c'est ce phénomène, donc, suivante d'entrepreneuriat que j'évoquais. Donc là, on va aller assez vite. Moi, je suis sonné que tout le monde soit surpris, parce que ça fait quand même depuis 5 ans que ça fait la couverture des journaux. Alors, tout le monde parle des GAFA. Alors, d'ailleurs, c'est plus les GAFA. Google, c'est plus Google, ça s'appelle Alphabet. Et par ailleurs, il va falloir s'inquiéter un petit peu des BACS, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Des géants chinois de l'Internet qui s'appuient sur un tapis confortable de 500 à 600 millions d'internautes. Et M. Jack Ma, qui est le créateur et le leader de Alibaba, il vient de donner dans une interview dans un journal japonais ceci. Grâce aux big data et aux algorithmes, nous allons pouvoir réaliser le projet du Parti communiste chinois. Réveillez-vous les enfants, hein, puisque je fais partie aussi de l'Institut de la souveraineté numérique. Aujourd'hui, avec différents types d'applications, on vous identifie immédiatement. Ça pose aucun problème. Il suffit de connaître, c'est une start-up de Bordeaux, 4 de vos établissements quotidiens, on vous identifie à 95%. On ne cesse pas de laisser des traces sur Internet. Donc c'est des vrais enjeux, alors, sur lesquels l'Europe régule déjà pas mal. Il y a déjà quelques directives intéressantes. Mais le problème, c'est que les grands opérateurs, ils sont en Californie et ils sont en Chine. C'est pas nous. Donc, comme dit quelqu'un d'assez méchant, la France invente, l'Amérique développe, l'Europe régule, la France interdit. On ne va pas s'en sortir comme ça. En tout cas, on a beaucoup de talent chez nous, mais la difficulté, c'est qu'ils ne s'expriment pas encore assez. Et tout ça est déjà là. Donc, ça va extrêmement vite. Donc, soyons clairs, les GAFA, c'est un peu l'esprit californien, libertaire, ça nous plaît. Les BACS, c'est Confucius. Et Confucius, c'est pas nos tasses de thé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il y a de vrais enjeux de démocratie et on n'en parle pas. Et aujourd'hui, tout internaute chinois est noté en fonction de ses connexions, de ce qu'il fait, etc. Et sa carrière, son entrée à l'université, ses accès au crédit sont en partie décidés à partir de ces traces qu'il a laissées. Suivante. Donc vous voyez, c'est toujours des compromis. Donc c'est vrai que quand Maurice Lévy a lâché, tout le monde a peur de se faire ubériser, tout le monde a rigolé, sauf que tout le monde rigole un peu moins maintenant. Suivante. On va aller assez vite là. Donc, quels sont les secteurs ubérisables? D'abord, c'est quoi l'économie des plateformes? Donc ce sont ces applications, je l'ai évoqué. C'est vrai qu'elles ne créent pas beaucoup d'emplois, mais elles rendent beaucoup de services. Mais en tout cas, ça crée quelques emplois. Ça fait de l'activité économique, ça crée un peu de richesse. Et puis surtout, c'est une économie particulière, qu'on appelle l'économie biface. C'est-à-dire, c'est des gens, des acteurs économiques qui se mettent entre les clients et les fournisseurs, et ils gagnent des deux côtés, d'où le terme d'économie biface. Ils peuvent négocier vis-à-vis des prestataires de services ou de produits, et négocier auprès des clients. Donc, d'où le nom d'économie biface. L'autre chose, c'est que qui va se faire ubériser ou s'est fait ubériser? D'abord, les secteurs protégés avec des services médiocres. Taxi. Ceci dit, ça leur a fait du bien, parce que maintenant qu'on prend un taxi, le siège avant passager est avancé, on nous dit bonjour, on n'est pas obligé d'écouter RMC ou les grosses têtes, et on est aimable. Ça leur a fait du bien. Bon, maintenant, il se trouve que Canavi a complètement pété les plombs, l'ancien CEO de Uber, j'en parlerai pas, mais voilà.
Les secteurs qui peuvent se ubériser, attention, il n'y a pas que les secteurs de faible qualité de service et protégés ou bêtement protégés. C'est des secteurs dans lesquels les produits ont une qualité très normalisée. La qualité de l'eau, par exemple, la qualité de l'électricité. Et là, effectivement, des domaines dans lesquels les produits ou les prestations sont très bien normés, très bien connus, où l'information est disponible, notamment en ligne. Ce sont des secteurs qui peuvent se pulvériser par l'économie biface. Comme je disais tout à l'heure, sur la maîtrise de l'énergie. Écoutez, j'étais devant les gens d'une entreprise de l'eau, je leur ai dit, mais attendez, regardez ce qui se passe avec les énergéticiens, les smart grids, c'est pas d'aujourd'hui. Eh ben, ils commençaient tout juste à y penser. Enfin, quand même, tout le monde a entendu quasiment parler des smart grids. Donc, vous voyez, il y a quand même des secteurs qui se croient protégés, ils ont bien tort, parce que de toute façon, ça va leur tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'on appelle la déréglementation spontanée. Quelqu'un disait, dans une réunion comme la vôtre, ouais, mais attendez, ces gens, ils bousculent la loi. Ouais, attendez, tous les innovateurs bousculent la loi. Et aujourd'hui, peut-être qu'on maintient certains secteurs comme on le peut, mais il est très clair que ce qui semble aujourd'hui pas très faire ou hors la loi sera la norme demain. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Et ça a toujours été comme ça. Suivante. Les big data, donc les données massives, vous savez, c'est la grande richesse aujourd'hui. C'était la couverture de The Economist il y a 6 mois, enfin 7 mois maintenant, où on voyait des derricks, et sur chaque derrick, il y avait Google, Twitter, Amazon, etc. Vous savez quelle est la capitalisation cumulée de ces 5 géants? Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. C'est 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc ça va très vite, et c'est la richesse, évidemment, de demain. Suivante, et déjà aujourd'hui. Là, c'est mon agriculteur. Suivante, je vais accélérer un peu. Les blockchains, donc effectivement, tout le monde en parle, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est, parce que c'est vrai que sur le plan technique, c'est assez compliqué. Mais là aussi, illusion. Si vous êtes abonné à une blockchain, vous voulez faire une transaction financière, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez acheté, notamment pour les monnaies, donc ça s'appelle les bitcoins, vous avez acheté donc des valeurs, et vous allez faire une transaction. Et cette transaction devra être validée par des gens qui sont distribués dans le monde à travers donc des puces particulières, des logiciels particuliers. On appelle ça le mining, c'est-à-dire des gens qui vont valider ou pas un bloc de transaction à un moment donné. Ça, c'est reste dans le bloc, et ensuite on va passer à un autre bloc. Et donc vous pouvez en fait vérifier toute la chaîne de blocs, d'où le nom de blockchain, jusqu'à la première. Sauf que ça pose des problèmes. Le nombre de bitcoins pour les bitcoins c'est limité, et c'est que ça pompe une énergie pas possible. Rien que pour le traitement des bitcoins dans le monde, c'est la consommation d'électricité de l'Irlande en une année. Donc là, on va rencontrer des problèmes, effectivement, d'énergie. Donc on voit bien qu'on est dans un monde systémique où les choses se passent comme cela. Par ailleurs, il y a d'autres consortiums qui se mettent en place autour des blockchains, mais là on pourrait dire, effectivement, c'est infalsifiable, pour l'instant c'est le cas, et puis c'est démocratique. Waouh! À partir du moment avec les big data, vous avez la traçabilité des personnes qui utilisent un ordinateur, n'est-il pas possible, notamment avec les acteurs chinois, de se dire on va faire en sorte de solliciter une majorité de personnes pour valider ou pas telle ou telle transaction? Même là, les enjeux de démocratie sont présents. Il ne faut pas se faire d'illusions. Suivante. Donc l'imprimante 3D, on en a parlé, on va aller plus vite. Suivante, s'il vous plaît. Donc c'est dans tous les domaines. Les robots. Alors là, c'est la grande panique. Et c'est là que l'anthropologie revient très vite. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, cher monsieur Hummel, Futuroscope, vous en parlez depuis longtemps, mais on a un problème anthropologique. Je vous ai parlé de Pepper tout à l'heure. Il y avait une entreprise française, Adèle Baran, qui a créé Romeo, Pepper et Nao. Ils ont inventé, ils n'ont pas trouvé leur marché en France, et qu'ils ont acheté les Japonais SoftBank. Et aujourd'hui, au Japon, eh bien, dans les hôpitaux, dans les restaurants, dans les systèmes d'accueil, etc. Ça commence un peu chez nous. Vous avez des robots humanoïdes qui vous disent bonjour. En plus, l'avantage, c'est qu'ils sont aimables, gentils, souriants, et ils ne vous envoient pas au plot, et ils sont compétents. Et là, vous voyez, les exemples, là, un accueil en haut à droite. Bon, en bas à droite, pour les femmes, c'est sympa, hein, c'est un collaborateur masculin qui vous écoute. Formidable, la robotique, quand même. Hein. Donc, attention aux illusions, mais il est très clair que tout ce monde est déjà là. Et je vous parlais tout à l'heure d'Alain Bensoussan. Les droits des robots sont peut-être plus en avance que les droits des animaux aujourd'hui. Ça avance extrêmement vite. Donc ce monde est là. Suivante. Pour quelle raison on a du mal à comprendre ça chez nous? Ben, c'est tout simple. Monsieur Descartes. La façon dont une culture regarde les animaux et les machines est exactement la même.
Or, nous en France, nous sommes le pays le plus en retard en ce qui concerne les droits des animaux et la compréhension des animaux, et nous sommes le plus en retard en robotisation. Alors on nous dit, ouais, mais les robots, ça pique notre job. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a 2 fois plus de robots dans l'industrie, 2 fois plus d'emplois dans l'industrie, et le double du PIB qu'en France. Sauf que ce n'est pas les mêmes emplois, bien sûr. Mais globalement, ça tue pas les emplois. Pas dans l'état des choses, en tout cas. Ça pose des problèmes aujourd'hui, parce que les robots dans les industries, on les connaît, mais aujourd'hui, ils vont sortir des cages, ils vont travailler ce qu'on appelle les cobots avec les gens. Et ça existe déjà en France, sur les chaînes de production, notamment la Salm, dans l'entreprise de menuiserie, qui est en Alsace. Tout ça est déjà là. Et surtout, ce qui est important, c'est que nous, en France, à cause de notre esprit un peu malthuséen, dont les 35 heures, je suis désolé, je suis votre politique, mais comment on a pu inventer un truc pareil? De croire que la masse de travail était constante. Enfin, franchement, c'est inimaginable. Alors que toutes les idéologies de progrès de gauche et de droite ont toujours dit qu'il y avait donc la capacité de dépasser les limites de Malthus. Enfin bref. Donc tout ça, c'est un peu aberrant, mais en l'occurrence, la quantité de travail augmente de manière absolument considérable. Et dès qu'on a quelque chose de nouveau en France, c'était titré comme ça, hein, c'est l'expansion. J'y avais participé à ce truc-là. Ils ont dit, ils vont piquer nos jobs. Non. Alors là, je ne suis pas d'accord avec mes amis Luc Ferry ou Nicolas Bouzou qui disent, les robots vont prendre nos jobs. Non. Les métiers vont disparaître. Non. Ce sont les tâches des métiers qui vont disparaître. Certaines tâches seront réalisées, c'est déjà le cas, de manière beaucoup plus efficace par l'intelligence artificielle et les robots qui sont animés par l'intelligence artificielle. Par contre, en effet, nous allons avoir d'autres tâches. C'est ce qu'on appelle l'intelligence augmentée. Donc pour vous, les entrepreneurs, c'est très important. Et j'avais le cas avec les experts comptables il y a quelque temps. Ils disaient, nous, c'est très embêtant, puisque ça nous aide beaucoup. Mais dans nos cabinets, nous avons des gens qui font de la facturation ou des tâches qui ne sont pas très épanouissantes. Et il est très clair, ça pose une vraie question de la formation. Vous l'avez dit, nous avons un vrai problème de formation et d'employabilité, puisque nous n'arrivons pas dans ce nouveau monde à pourvoir tous ces emplois. Donc voilà, le monde, c'est ça, cette phase de changement dans laquelle nous sommes. Mais comment se fait-il qu'en France, nous avons du mal avec ces machines qui interagissent avec nous et pas les Japonais? Ben, les Japonais sont animistes. Ils sont shintoïstes, animistes. Pour eux, un animal qui interfère avec eux rentre dans la sphère de l'humain comme un robot humanoïde. Tandis que nous, ça reste une machine. La conséquence des courses, on a perdu Adèle Baran et c'est chez SoftBank. Donc vous voyez, l'anthropologie et l'éthologie, moi je pense que l'anthropologie, la manière de comprendre la différence d'intelligence et l'altérité, et comme l'éthologie, le comportement vis-à-vis d'autres formes d'intelligence, sont des enjeux absolument essentiels. Et mon credo en ce moment, ce que j'ai dit dans mon dernier livre, si on n'est pas capable de comprendre l'intelligence des grands singes, on ne va pas rigoler longtemps avec les intelligences artificielles. Et vous avez remarqué, j'ai dit les intelligences animales et les intelligences artificielles. C'est pas l'intelligence animale, c'est pas l'intelligence artificielle. Il y en a plein de types d'intelligence. Et je vais vous dire, le jour où les chimpanzés et les gorilles vont communiquer avec les robots, peut-être qu'on va pas se marrer. Donc, je suis pas du genre à avoir peur, mais voilà. Et tout ça, c'est déjà là. Ok ? Et donc, vous voyez, le monde qui vient, nous avons parmi les meilleurs spécialistes, ingénieurs, techniciens dans l'AI, nous avons des ingénieurs formidables, mais on voit bien que évoluer, ce n'est pas qu'inventer, c'est avoir les moyens d'avoir des développements entrepreneuriaux et des marchés par rapport à cela. Les deux sont absolument dissociables. Suivante. Donc voilà des études, en ce moment c'est un peu la panique, parce que ça c'est Roland Berger, des gens qui nous disent on va perdre 50% des métiers et autres. Bon, il y a des métiers qui risquent de disparaître. Alors je suis désolé les garçons, mais c'est les métiers de garçons. Tous les métiers qui sont liés à la conduite des machines, train, avion, voiture, métro, etc., ces métiers risquent évidemment d'être impactés. D'ailleurs, vous avez remarqué, d'un point de vue social, c'est pas pour rien que les mouvements de contestation viennent toujours de ces métiers-là. Voilà les métiers. Et là, il y a un vrai problème anthropologique des rapports d'une partie des jeunes hommes à ces métiers et à la machine. Et aux États-Unis, c'est déjà extrêmement marqué. Suivante. Donc là, il va falloir en tenir compte. Donc voilà le monde dans lequel on arrive. J'ai encore combien de temps? Parce que moi, je ne suis pas l'ontologue, alors le temps... Pardon? Ok. Un jour, quelqu'un me demande l'âge de Lucie. Je dis 3 125 000 ans. Wow. Avant ou après Jésus-Christ? Je dis, prenez votre temps, prenez votre temps. Donc, aujourd'hui, voilà un concept que je vous propose et que vous allez traiter dans les ateliers. J'ai regardé le programme, donc j'ai des collègues ou des gens que je ne connais pas plus ou moins bien, en tout cas de nom. Vous allez être dans ces ateliers dans l'après-midi. Moi, je parle du concept d'entreprise liquide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, aujourd'hui, ces flux d'informations
qui représentent la matière première avec les données ou les métadonnées ou mégadonnées, il y a plusieurs termes, donc les big data, vulgairement, sont en train de changer complètement les relations telles qu'on les a connues. Et là, il faut arrêter quand même des schizophrènes, mes chers amis. Nous avons tous changé complètement notre façon de consommer de la culture, d'aller au cinéma, de faire des achats, de faire des voyages, etc. Et pourquoi ça ne changerait pas nos métiers? Ok? Donc il va falloir qu'on sorte de ces dissonances cognitives. Et en effet, aujourd'hui, vous avez donc des ateliers là-dessus, j'ai déjà dit. Ces flux numériques nous font passer de ce qu'on appelle la société solide à la société liquide. La société solide, ça continue, ça a eu ses vertus, ça a eu ses efficacités, mais il y avait des fonctions support, il y avait des métiers, les RH, la finance, la production, la R&D, etc. Donc voilà. Mais dans un solide, vous avez souvenir évidemment de vos cours de physique, ou même de chimie. Dans un solide, vous savez que les atomes vibrent, c'est le mouvement brownien. Ça fait vibrer ceux qui sont à côté, mais ça ne fait pas trop vibrer ceux qui sont beaucoup plus loin. Dans un liquide, les molécules sont en contact, mais elles épousent le terrain. Donc cette analogie est importante parce que je la tire d'un très grand sociologue qui s'appelait, il vient de mourir malheureusement, Zygmunt Bauman, qui était un des premiers à conceptualiser cette idée de société liquide, c'est-à-dire celle dans laquelle toutes nos activités, privées, professionnelles, politiques, l'État, etc., culturelles, sont en fait reliées de manière extrêmement rapide et multicanal par justement ces flux numériques. Et regardez, avant on faisait des produits intelligents, produits connectés, système de produits. Et c'est ça la difficulté. Je vous raconte une histoire avec mon ami Gilles Babinet. Nous remettions des prix de l'innovation en Bretagne. Et là, un jeune homme nous dit, écoutez, j'ai une start-up, j'ai fait une application, objectivement c'est la meilleure, mais j'ai du mal à prendre des parts de marché, car j'ai un concurrent qui a sorti une autre application, moins bonne que la mienne, dans le même domaine, moins bonne que la mienne, dit-il. Et voilà, il a plus de succès. Et là, Gilles Babinet me dit, Pascal, c'est toi qui réponds. Merci. Je dis, et c'est ça qui est en train de se passer. Nous avons connu dans cette Trente Glorieuses, et après, une évolution comme jamais, basée sur une économie de la demande. Il y avait un projet de société, il fallait développer les infrastructures, améliorer la médecine, améliorer l'hygiène, améliorer donc la nutrition, l'éducation, etc. Et ça a super bien marché, en moyenne, bien sûr, ça a super bien marché. Mais aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec mon histoire de Twitter. Nous ne sommes plus dans une économie de la demande, nous sommes dans une économie de l'offre. Et justement, quand je disais tout à l'heure, ce sont des solutions qui cherchent leurs problèmes, c'est qu'en effet, comme je disais à ce jeune start-upper, j'ai aucune raison de douter que votre application est meilleure que celle de votre concurrent, mais dans un espace digital darwinien, car c'est ça le monde dans lequel on est, dans cet espace digital darwinien, c'est la première application ou le premier caractère qui est sélectionné qui va structurer l'espace dans lequel on est. Alors ça peut sembler désagréable, injuste, mais c'est le monde dans lequel on est. Donc, longtemps, les chefs d'entreprise me disaient « Mais est-ce qu'on est en avance ou en retard ?» Je dis « C'est plus la question aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est d'avancer et justement, toujours avancer. C'est pénible. Ça va se calmer, hein, je vous assure. On ne va pas tenir comme ça 50 ans. Hein. Mais c'est la période de transition dans laquelle nous sommes. Où, en effet, comme pour Twitter ou autre, les jeunes utilisent quoi? Snapchat. Je ne comprends pas ce truc, moi. Mais je comprends que dalle à ce machin-là. Mais les jeunes sont tous dessus. Est-ce que ça correspond à un besoin vital? Non. Mais voilà le monde dans lequel on est. Suivante. Donc, aujourd'hui, il est très clair que cette révolution digitale, nous l'avons dans nos poches, elle est dans nos entreprises, nos métiers, toutes nos relations. Voici une étude du McKinsey, qui est en haut à droite, qui montre que parmi les 500 premières entreprises du monde, alors là on parle des grandes entreprises, eh bien celles qui n'auront pas engagé leur révolution digitale d'ici 2020 seront toujours là, elles sont toujours là, elles ne sont pas éliminées, mais elles seront au service des autres. Et celles qui ont déjà engagé cela, ça c'est les travaux de Philippe Agion du Collège de France notamment, qui expriment une partie de ce qui se passe, celles qui ont déjà engagé cette révolution numérique, évidemment, sont déjà en train d'augmenter leur profit. En fait, sur un recul de 5 ans, les grandes entreprises qui ont engagé leur révolution numérique ont déjà 2 fois plus de profits que les autres qui continuent à faire des profits mais qui ne l'ont pas fait. Donc ça va aller extrêmement vite et ça va s'accélérer. Et la révolution digitale, ce n'est pas que d'ajouter du numérique pour améliorer ce qu'on sait déjà faire.
ce qui est déjà important, ça s'appelle l'innovation incrémentale, c'est complètement changer la manière de penser toutes les fonctions de façon liquide, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur de l'entreprise, en termes de projet, de culture, d'échange, de relations, au sein de l'entreprise, avec les clients et avec les autres entreprises. Suivante. En voici. Alors tout ça, vous l'avez sur McKinsey. Et là, aujourd'hui, vous avez en plus de nouvelles formes d'économie, économie circulaire, économie verte, etc. Je vais vous donner un exemple. C'est vrai qu'on peut râler en disant oui, il faut faire des choix entre la croissance économique et l'environnement. Il faut arrêter les deux forcément en même temps. Et je vous donne un exemple concret que je viens de lire dans la Harvard Business Review. Ce qu'on appelle, et c'est important pour vous, ou la communauté des entrepreneurs qui est réunie ici, c'est définir ce qu'on appelle une valeur partagée. Walmart, que vous connaissez par sa réputation, voulait faire en sorte qu'ils aient des emballages recyclables. Seulement, ils n'ont pas assez de matières premières et ils s'aperçoivent qu'il y a un problème aux États-Unis pour la collecte des ordures ou des déchets. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc, ils ont créé un groupe, avec leurs concurrents notamment, avec les acteurs de la ville, les collectivités locales, des start-up, ou l'ensemble des acteurs qui pouvaient être concernés. Alors évidemment, ils n'ont pas dirigé le groupe de travail, au contraire, ils se sont mis en retrait, comme les autres d'ailleurs, pour les plus gros, et ils ont été capables, avec l'ensemble de ces acteurs, de créer une communauté écologique dans laquelle ils ont amélioré la collecte des déchets, ils ont pu traiter les déchets, fabriquer des emballages recyclables, et tout le monde y a gagné. Ça s'appelle la coévolution. Mais pour faire cela, et c'est très important, il faut être capable de définir collectivement, sous l'impulsion de tel ou tel acteur, mais collectivement, une valeur partagée qui dépasse les intérêts de chacun et qui les amène à travailler ensemble, tout en veillant, bien sûr, à leurs intérêts. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est tout à fait clair. Lorsque, on en a parlé récemment, des gens ont raillé M. Macron, les économistes purs et durs. Oui, c'est quoi cette idée d'entreprise qui serait concernée par l'environnement ou le sociétal ? Ben, allez voir ce qui se passe en Californie, ça s'appelle les entreprises FPC, Flexible Purpose Corporations. Ça veut dire que des entreprises, comme toute entreprise, qui doivent avoir des projets, faire la R&D, innover, avoir des parts de marché, croître. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais ce sont des entreprises qui ont dans leur statut une véritable préoccupation authentique sur des questions de RSE et également environnementales et sociales. Donc tout ça, c'est lié dans le RSE, évidemment. Et ça, c'est important parce qu'on parlait des jeunes tout à l'heure. Les jeunes vont coûter très cher, ils vont être de plus en plus rares sur le marché. Et les jeunes, de plus en plus, sont extrêmement attentifs à cette position éthique, citoyenne des entreprises. Et ça, il ne faut pas le négliger, ce n'est pas une contrainte, c'est une source d'innovation. Mais si vous allez contre, évidemment, ce sera un problème de contrainte. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a les économies de partage, circulaires, tout ça et là, donc vous connaissez ça bien mieux que moi. Mais tout ceci est dans l'esprit du temps. Suivante. Donc, je ne vais pas aller plus loin, c'est encore beaucoup de choses à dire, mais en gros, comment s'adapter face à l'inconnu ? Car évidemment, malgré tous les éléments de prospective qu'on vous donne, on a réfléchi, évidemment, dans mon domaine, dans les vôtres, sur la manière dont se fait le changement, l'évolution, car les théories de l'évolution sont des théories de changement dans la nature. Et donc il y a ceux qui disent c'était mieux avant. Alors là, en ce moment, il y a un très petit bouquin de Michel Serres qui vient de sortir, qui est absolument génial. Tout le monde qui dit c'était mieux avant. Faut arrêter, quoi. On n'a jamais aussi bien vécu sur cette terre en Mayenne. Moi, mes parents, ils travaillaient 5 jours par semaine, 60 heures. Il n'y avait pas la télévision, ok ? Il n'y avait qu'une seule chaîne à la télé, vous vous rendez compte, les jeunes ? Et en noir et blanc. Bon, je ne dis pas que c'est le progrès, ça. Mais face à ces changements, vous avez cette première vision du monde. C'était mieux avant. Non. Non. Ça ne veut pas dire que tout est bien. Deuxième conception, transformer le monde. Et ça, donc, c'est lié aux humains, à la créativité. On essaye d'avoir un projet et puis de mobiliser nos compétences et notre créativité pour l'aboutir. Donc ça, c'était l'idée de progrès jusqu'aux années 90, 1990. Et aujourd'hui, on est dans ce monde darwinien. Et là, c'est absolument fascinant de voir comme les théories darwiniennes sont d'une incroyable pertinence pour le monde d'aujourd'hui. Car face à un monde inconnu, Darwin a eu cette idée génialissime. Il a dit, face à l'inconnu, la meilleure possibilité de s'adapter, c'est la diversité.
Les théories de Darwin, c'est des théories de la variation, en fait. Et plus on a de diversité, plus on a la chance ou la probabilité d'avoir, non pas le caractère meilleur, mais les caractères qui nous permettent d'avoir un avantage par rapport aux autres dans ce monde qu'on appelle l'espace digital darwinien. Et là, mes amis, il va falloir que nous mettions à la porte de nos entreprises, de nos universités, de nos écoles, de nos institutions, la discrimination. Si vous comprenez que la diversité est la matière première qui permet de s'adapter plus facilement que les autres, moins vous aurez de diversité, plus vous aurez de difficultés. Premier type de diversité, les femmes. Si on appliquait les politiques d'équité, actuellement dans le monde et par région, je ne parle pas d'idées d'égalité, je ne vous parle pas de trucs théoriques, je ne vous parle pas d'utopie. Donc si on faisait aboutir les politiques d'équité actuelles dans le monde, entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, la politique, l'éducation, tout ce que vous voudrez, le gain en termes d'argent, de richesse mondiale d'ici 2025 serait de 10 puissance 15, c'est-à-dire c'est 1 million de milliards de dollars. La discrimination, c'est ce qui coûte le plus cher dans le monde qui vient. Vous rajoutez le racisme, le sexisme, LGBT et les handicaps, tout ça, ce sont des millions de milliards de dollars. La discrimination, c'est la première source de non-adaptation et de perte d'innovation. Et ça, les études sont très claires. L'autre chose, c'est bien d'avoir la diversité, mais il faut qu'elle se rencontre. Donc vous allez avoir des ateliers tout à l'heure, et je vous donne un exemple qui nous vient de mon domaine, donc l'éthologie, donc l'étude du comportement. Mes collègues se sont posé cette question. Quelles sont les entreprises... Non, pardon, je reprends. Quelles sont les populations de singes qui innovent et les autres pas? Donc, ils ont pris 78 populations de singes de 24 espèces, dont l'homme. Donc, vous avez des populations d'hommes, de chimpanzés, de macaques, de chimpanzés, de babouins, etc. Et là, la question, c'est pas, comme on l'a appris, on est supérieur aux singes. Ce qui, je peux vous dire, fait vachement marrer les chimpanzés. Donc la question, on se fout de savoir, pardonnez-moi d'être trivial, si les hommes, les chimpanzés ou les babouins ou les capucins sont meilleurs. C'est pas la question posée. La question posée, c'est quel que soit le groupe et quelle que soit l'espèce, qui sont les groupes qui innovent. Donc ça veut dire que c'est universel. Et ça vaut pour les entreprises. Et à partir de là, vous avez deux types de groupes. Les groupes top-bottom. Hiérarchie dans laquelle le statut prévaut sur la compétence. Et au sommet, vous avez de l'homogamie, c'est-à-dire des gens qui sortent de la même école au même niveau d'entreprise. Donc pas de variation. Un système dans lequel le statut supérieur prévaut sur les compétences de ceux qui sont en dessous. Alors, je rappelle qu'il y a toujours des macaques. Hein. D'accord ? Donc ça, c'est essentiellement les macaques. Et si l'organisation top-bottom est efficace, bon là, il n'y a pas de culture d'essai-erreur ni quoi que ce soit, etc. Ce sont que des exécutions du haut vers le bas, auquel cas, quand on est dans un environnement à peu près bien balisé, ça peut permettre effectivement d'aller plus vite que les autres. Donc en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire? D'être plus performant, mais pas forcément mieux adapté. Quels sont les groupes qui sont capables de mieux s'adapter aux circonstances et qui inventent le mieux? Ça, c'est plus du côté des chimpanzés, mais ce n'est pas tous les chimpanzés. C'est des groupes dans lesquels, et vous allez en parler dans certains ateliers, on a l'esprit de l'entreprise libérée. Et l'entreprise libérée, il faut arrêter les bêtises. Parce que mon ami Jean-François Zorbry est un peu fatigué avec cette histoire-là. L'entreprise libérée, c'est pas se dire, et j'ai encore lu ça dans Management. Cette revue, je vous dis pas. Enfin bref. Il parle que des gens qui ont réussi sans savoir comment ils ont réussi. Enfin bref. Et là, donc, il y en a un, je ne citerai pas son nom, il dit « Oui, il faut libérer les idées dans l'entreprise. » Alors ok, vous arrivez le matin, vous, patron ou patronne, « Ouais, les gars, vous lâchez vos idées, là !» C'est quand même risible. Hein. Sauf que ça tue cette belle idée d'entreprise libérée. L'entreprise libérée, ça s'organise. Comment fonctionnent les groupes qui innovent le plus et qui s'adaptent le mieux? D'abord, un fort leadership. Un fort leadership. Jean-François Zobrist a un fort leadership. Deuxièmement, c'est un groupe dans lequel, si des idées viennent du top, on ne va pas les appliquer immédiatement. On va les faire tester par des groupes de collaborateurs et de collaboratrices. Ça s'appelle la modularité.
Et de ces groupes, on va peut-être récuser l'idée, l'améliorer, l'infléchir, la conserver telle qu'elle. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut ensuite que ça reparte vers le top. Et c'est là que le leadership va être le vecteur qui va permettre de diffuser la mise en application de cela. Mais c'est aussi un leadership dans lequel on est capable d'écouter les idées des collaborateurs et des collaboratrices. Surtout quand c'est une grande entreprise. Alors ça, dans la start-up, c'est évident, parce qu'évidemment, ils n'ont pas le choix, ils sont tous ensemble, ils sont tous en contact, etc. Mais dans les grandes entreprises, c'est plus compliqué, parce que justement, comment passer de la structure solide que j'évoquais à la structure liquide? Et c'est ça, évidemment, qui permet le numérique aujourd'hui. Donc, en fait, l'entreprise libérée, c'est une entreprise qui organise, et c'est le terme d'organisation, la manière dont les idées et les diversités circulent, sont validées, rediffusées. Donc c'est un système d'aller-retour, top, bottom, constant. Il n'y a aucune société, aucune entreprise, aucune population de singes dans lequel ou dans laquelle il n'y a pas de hiérarchie. La question, c'est pas la hiérarchie. La question, c'est comment s'exprime la hiérarchie. D'un côté, c'est l'autoritarisme, de l'autre côté, c'est l'autorité. Et c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Et quand on veut l'entreprise libérée, plus vous voulez l'entreprise libérée, plus vous avez besoin d'un fort leadership et d'un bon projet. Quand vous êtes dans l'autre structure, après tout, l'ensemble va dans la même direction, puisque c'est le statut qui est prévaut. Je rappelle qu'il y a toujours des macaques et des chimpanzés. À vous de choisir. Mais n'êtes pas entre les deux. Hein. Si entre les deux, vous allez dégager. Donc voilà. Comment on est capable, dans mon domaine, de faire émerger, effectivement, des principes universels pour l'innovation et l'adaptation. Est-ce que ceci résulte d'une vision un peu trop universitaire? Ouais, je suis universitaire. D'ailleurs, vous avez vu comment le monde change? Le président du MEDEF n'a pas de cravate et l'universitaire a une cravate. Ça change vite, hein, quand même. Hein. Plus sérieusement, en fait, votre monde et le mien ont la même origine. Qui a entendu parler dans cette salle de la société lunaire? Lunar Society. C'était il y a 230 ans. Ils sont un groupe essentiellement d'hommes à l'époque, qui sont middle of nowhere, ça s'appelle les Midlands, ça s'appelle Birmingham, qui est un bled à l'époque. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Darwin, Erasmus Darwin. Peut-être l'homme le plus important de la fin du XVIIIe siècle, qui pourtant n'en manquait pas. Et il a un copain qui passe de temps en temps, qui s'appelle Benjamin Franklin. Ce Benjamin Franklin, il passait en France, mais il passait aussi en Angleterre. Et Benjamin Franklin et lui vont publier sur l'électricité. Et puis ils vont rencontrer un monsieur qui est un ingénieur génial, qui s'appelle Matthew Boulton, qui va faire venir un ami d'Édimbourg qui s'appelle James Watt. Et puis il y aura un grand ami qui s'appelle Joseph Wedgwood. C'est les fameuses porcelaines et faïences anglaises. Or ces gens-là, en 20 ans, ont tout simplement créé la révolution industrielle. Erasmus Darwin, Joseph Wedgwood. Joseph Wedgwood, c'est un potier. Famille de potier, et il se fait couper la jambe à cause d'une variole, donc à l'âge de 23 ans. Vous savez ce que ça veut dire à l'époque. Et comme il est potier, avec une jambe de moins, c'est compliqué sur le pédalier. Hein. Donc il voit ses copains Matthew Boulton et James Watt, et c'est comme ça qu'à Sheffield, Birmingham, c'est le même coin, ils vont créer la première manufacture mécanisée au monde, avec les machines à vapeur. Et M. Joseph Wedgwood est tout simplement l'inventeur du marketing. C'est lui qui invente le sponsoring, le premier produit manufacturé de luxe. Ils inventent la manufacture de produits industriels de luxe, ces gens-là. Et il va inventer le showroom, le catalogue, le salon professionnel, acheté de gratuit. Et les showrooms Wedgwood étaient des lieux où les gens se réunissaient, comme on a aussi chez nous des grandes entreprises qui font ce genre de choses. Et oui, en 20 ans, ils ont tout simplement créé notre monde. Et l'Angleterre va dominer le monde pendant 150 ans grâce à eux. Mais ces gens-là, ils avaient aussi un engagement social. Et oui, parce qu'on change le monde et on a des responsabilités. Et donc ce sont les premiers à militer pour que les femmes, oui mesdames, aient la même éducation que les garçons. C'est Erasmus Darwin qui écrit ce traité en 1797. Et ils sont les premiers aussi à mettre leur fortune au service de l'abolition de l'esclavage. Parce qu'ils ont compris une chose, c'est que dès qu'on discrimine, dès qu'on se passe d'une partie de la population de sa diversité, on n'innove plus. Donc vous voyez, ce que je vous dis là, c'est pas récent, c'est universel. Ces gens-là, ils ont fait ça. Alors vous trouverez des détails sur cette aventure dans mon livre, Un paléanthropologue dans l'entreprise, mais je vais encore le reprendre. Et aujourd'hui, je suis désolé messieurs, je ne vais pas être désagréable avec vous, mais nous les hommes, nous traînons encore beaucoup trop d'archaïsme sur ces questions-là. Vous
faites des études, une étude aux États-Unis sur qui fait confiance aux femmes pour les technologies. Aux États-Unis, les hommes répondent à 80% qui font confiance aux femmes pour les nouvelles technologies. En Europe continentale, 60%. Je précise que le problème ne vient pas des femmes. Donc, le monde qui vient, dans cet espace digital darwinien, où les formes de travail sont en train de changer, les formes de communication sont en train de changer, les formes de relations clients, entreprises, etc., tout ça est en train d'être bouleversé, et ceci ne peut pas se faire sans que nous fassions l'économie, évidemment, d'une réflexion sur la société de demain. C'était le cas pour la société lunaire, c'était le cas pour les 30 Glorieuses, c'est le cas aujourd'hui. Et ça s'appelle la coévolution. La coévolution, je terminerai par ça. C'est quoi? Je sais que j'en ai parlé, mais je vais vous donner des détails maintenant pour vous. Vous avez tous vu le film Jurassic Park. À cette époque-là, tout le monde fait son job de son côté. Quand je parle de job, c'est important parce que vous allez avoir un atelier sur la relation client. Il y a un papier que je vous conseille de la Harvard Business Review qui vient de sortir par Clay Christensen qui s'appelle Job to be done. C'est-à-dire comment, grâce au numérique, on est capable de mieux évaluer les besoins des clients auxquels ils n'avaient pas pensé. Je ferme la parenthèse. Donc, là, dans cet écosystème du temps des dinosaures, chacun fait son job de son côté. Les plantes, les animaux, les mammifères, les insectes, paf. Et puis arrive ce problème, les dinosaures dégagent. Bon, je vous rappelle que les dinosaures sont toujours là. Hein. Ça s'appelle les oiseaux. Hein. Un canard colvert et un tyrannosaure, c'est foutu pareil. Sauf que pour la chasse et la cuisine, c'est pas la même technique. Donc les dinosaures n'ont pas disparu. Première chose. Deuxième chose, arrive l'ère tertiaire. Et là, la température de la Terre était de 15 degrés de plus qu'aujourd'hui en moyenne. Dites pas de ça, monsieur Trump, parce que là, on est mort. Hein. Et là, il y avait des forêts chaudes et tropicales d'un cercle arctique à l'autre. Paradis des singes, des insectes, des oiseaux, et des plantes à fleurs et à fruits. Et là, arrivent les insectes butineurs, certains oiseaux mouches et certaines chauves-souris. Et quand je parle de ça avec les post-babacool qui parlent d'économie, c'est rigolo, ils disent « Ouais, l'abeille part le matin pour féconder la fleur pour qu'elle se reproduise. » Eh, elle n'en a rien à foutre. Ce qui l'intéresse, c'est de trouver du nectar et du pollen. Mais ce faisant, en veillant à ses besoins, elle rend un service gratuit et inconscient, bien évidemment, à la plante, en fécondant sa fleur. Qui, étant fécondé, devient un fruit. Et là qui arrive, concentration de fruits, de vitamines, de fructose, c'est évidemment une source de nourriture extrêmement prisée. Les singes arrivent, consomment les fruits et distribuent inconsciemment, évidemment, les noyaux et les graines de manière donc inconsciente. Mais ce faisant, ils rendent service aux plantes, à fleurs et à fruits. Mesdames et messieurs, c'est exactement l'enjeu pour vous. Comme la société lunaire, qui était mue par une même idée partagée, le progrès, ses conséquences et les engagements, eh bien aujourd'hui, quelle sera la valeur partagée qui transcende ou qui dépasse vos intérêts collectifs? Quelle sera votre capacité au niveau du MEDEF de la Vienne de mettre en place, grâce à ces réseaux numériques et tous les acteurs qui ont été cités tout à l'heure, des relations de coévolution? Car vous savez, dans un système coévolutif comme celui que je viens de décrire et qui devrait être encore comme cela, au contraire, on s'aperçoit avec les données de l'écologie évolutionniste que des écosystèmes dans lesquels il y a des services rendus gratuits, ce qui au passage on appelle les freemiums. Vous savez, les freemiums c'est quoi? C'est comment des entreprises comme LinkedIn proposent des services gratuits, vous voulez plus, vous prenez. Donc comment dans un écosystème, effectivement, on est capable d'avoir des valeurs partagées, ça y est avec nous les hommes évidemment, mais qu'on est capable effectivement de se rendre ce tissu de service mutuel. Et bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait dans la société lunaire. Erasmus Darwin recevait un papier de son ami Benjamin Franklin. Ah tiens, il faudrait faire ça, ben tiens, mais on va t'aider. Et ils sont tous aidés les uns les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont tous fait fortune, et c'est encore des immenses fortunes. Donc c'est ça la coévolution. Et c'est extrêmement important, puisqu'on s'aperçoit que la biodiversité est multipliée par 10, et qu'évidemment, si vous êtes dans un tissu coévolutif, vous avez des relations de collaboration, de coopétition, parce qu'au bout d'un moment, quand même, il y a toujours de la compétition, mais également, on s'aperçoit que vous êtes beaucoup plus résilient et beaucoup plus innovant. Et donc, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre l'écosystème des dinosaures et l'écosystème des singes, eh bien, les flux d'informations ont été multipliés par 10, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec, donc, nos flux numériques. Donc, à nous, les humains, d'être capables de faire cela dans nos communautés donc, écologiques et économiques,
Et puis je terminerai par cette phrase d'un philosophe, Francesco Zavater, qui disait « La seule véritable entreprise de l'homme, c'est de se réinventer lui-même. » Merci.